fidèles internautes, bonjour ou bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, dans votre émission, nous allons parler d'entrepreneuriat féminin, de leadership et d'autonomisation de la femme. Nous allons mettre en évidence l'entrepreneuriat, son importance dans le monde en général et dans la société congolaise en particulier. En ce mois de mars, un appel aux femmes à lancer ou à libérer leur potentiel entrepreneurial. Elle est aussi un appel au pouvoir public et aux organisations non gouvernementales à œuvrer pour le développement de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, dans notre émission, nous avons l'infime honneur de recevoir 4 dames belles, talentueuses, dynamiques. Elles sont toutes passionnées et surtout entrepreneuses. Il s'agit entre autres de Marie-Louise Angot. Bonsoir Marie-Louise. Qui est une entrepreneuse, créatrice de la marque de cosmétiques Real Natural. J'espère que je l'ai bien dit. Elle est aussi scénariste et productrice. Elle a d'ailleurs lancé une série télévisée qui sera bientôt dans nos petits écrans. Et nous en parlerons tout à l'heure lorsque nous ferons son interview miroir. Nous avons également, alors j'ai oublié de dire qu'elle est résidente en Grande-Bretagne. Nous avons également sur ce plateau Madame Flore Editokunku, qui est une jeune entrepreneuse qui vient de créer tout fraîchement son entreprise qui œuvre dans le digital et qui est basée à Tours, en France. Avec elle, nous allons parler de son emploi du temps, de son parcours qui est hétéroclite lors de son portrait et nous parlerons donc de son entreprise et les raisons pour lesquelles elle a décidé de se lancer dans le digital. Enfin, nous avons sur ce plateau, et nous avons l'infime honneur de recevoir, Madame Benita Gilou, qui est une décoratrice professionnelle et patronne de la société Cosaben Events, c'est bien cela, qui est basée en Normandie. Madame Benita Gillet est prête aujourd'hui à travailler partout où les besoins se font sentir. Elle a un objectif et un rêve, celui d'aller au Congo, faire valoir ses compétences et former des femmes à la décoration florale. Voilà de façon donc succincte les portraits de ces 3 dames qui sont avec nous ce soir. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons suivi avec grand intérêt ces portraits de vous, mesdames, et j'avoue que je suis impressionnée par tous ces talents, par ce dynamisme et cette énergie que vous dégagez. Pour tous ceux qui s'imaginaient que les femmes congolaises n'entreprenaient pas, ne s'engageaient pas et surtout n'étaient pas dynamiques, je pense qu'après cette émission, ils vont revoir leur copie. Le décor est planté. Essayons tout ensemble de définir le mot entrepreneuriat. Je vais essayer, mais je pense que les autres sœurs vont compléter ou bien rectifier ce que je dirais. Déjà, il faut dire que, pour commencer, entrepreneuriat tel que nous l'entendons, tel que l'on entend selon le vocable français, c'est avoir une grosse entreprise ou bien une entreprise. Mais il faut dire que quand on prend la femme congolaise en particulier et africaine en général, on la met à côté de la femme occidentale, on va dire que la femme africaine, elle est entrepreneuse tout le temps. Parce que quand on vend au marché, on fait de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est créer un service ou un produit que l'on met à la disposition du public en y ajoutant de la plus-value. Et bien, c'est ce que les femmes font en Afrique. Elles créent des services ou des produits qu'elles mettent à la disposition du public en y ajoutant de la plus-value et avec ça, elles envoient leurs enfants à l'école. Donc, la femme africaine, elle est entrepreneuse depuis toujours et tout le temps. Maintenant, comme on réduit les termes selon ce qui nous convient, on va dire si l'entreprise n'a pas de nom ou n'est pas dans le CAC 40, on n'est pas entrepreneur. La femme congolaise est entrepreneur. On va en parler tout à l'heure, justement. Marie-Louise anticipe un petit peu.
Voilà. On va parler justement de cet entrepreneuriat typique ou africain ou congolais. Et, si tu peux me permettre de terminer, donc l'entrepreneuriat pour moi, c'est le fait de prendre l'engagement et le courage de créer un service ou un produit et de le commercialiser, peu importe la forme, peu importe la taille de la structure qu'on a. Est-ce que cette définition vous convient, mesdames, de façon générale? Alors moi, je voudrais rajouter, je suis complètement d'accord avec Marie-Louise, c'est rajouter plutôt l'aspect de répondre à un besoin. Tout à fait. Tout à fait. Benita, tu voudrais rajouter quelque chose? Je pense que cette définition te convient. Je vais les rejoindre. Hein. C'est toute une organisation en fait qui vise à mobiliser, gérer tout un ensemble de choses dont les ressources matérielles, je dirais, enfin entre guillemets, et humaines, quoi. Effectivement, l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui concourt, toutes les activités qui concourent à la création et la croissance d'une entreprise. Et elle a comme conséquence première la création de valeur. Donc, il y a aussi des formes d'entrepreneuriat qui concernent les organisations sans but lucratif. On appelle ça de l'entrepreneuriat social. Donc, voilà un peu de façon résumée ce que veut dire, ce que signifie l'entrepreneuriat. Voilà. Mais il faut savoir aussi que l'entrepreneuriat est un levier puissant pour s'ouvrir les champs des possibles. Est-ce que vous avez eu peur au moment où vous vous êtes lancé et avez-vous rencontré des embûches et des difficultés dans la réalisation de vos projets? Pour tout le monde, hein, toute personne qui veut entreprendre, peu importe la forme de l'entrepreneuriat, toute personne qui veut entreprendre commence d'abord par une idée et cette idée vient d'une nécessité ou d'un besoin. N'est-ce pas? Ça peut être un besoin nous concernant ou un besoin concernant notre environnement. Et donc, ça vient d'une idée ou d'un besoin. Et donc, à partir de là, on mûrit l'idée, on regarde l'environnement et on analyse le besoin. Et une fois qu'on a vu que l'idée ou le besoin mérite qu'on s'y lance, on commence à rassembler tous les moyens nécessaires pour pouvoir se lancer. La connaissance du domaine dans lequel on se lance est capitale, comme l'a dit ma sœur Flore. Quand on n'est pas formé, on cherche à s'informer. On peut y aller sans être formé, mais on est informé. Et on se forme au fur et à mesure qu'on avance. On s'entoure des personnes qui sont compétentes dans les domaines où on n'est pas compétent. Et on s'arme de volonté, de motivation et de patience. Dans tout ça, on a toujours cette crainte et cette peur de se dire, c'est comme se jeter dans le vide. On ne sait pas si on va s'écraser ou on va tomber là où il faut avec tout son corps en entier, mais l'objectif est que on ne s'écrase pas. Donc, on a cette peur-là, mais cette peur devient de l'adrénaline qui nous pousse à relever un défi. Ça devient un défi contre soi-même. Je ne dois pas tomber, je ne dois pas échouer, je dois réussir. Et ce défi-là est nourri de peur. Peur parce que quand on s'engage, on y met tout ce qu'on a de force, d'intelligence, d'énergie, de rêve et tout. On a tout mis dedans. Donc, c'est tout notre être qu'on met dans cette activité. Et on se dit, si ça crache ici, c'est tout moi qui crache. Sachez que quand on s'engage dans l'entrepreneuriat et quand on réussit, c'est le bonheur de toute la famille. Et quand on échoue, c'est le malheur de toute la famille. Ça peut causer d'énormes soucis dans la famille. Les familles peuvent se disloquer, voilà, parce que au final, si ça n'a pas marché, les parties concernées dans la famille sombrent dans l'incompréhension, dans une situation que l'on n'est peut-être pas capable de gérer et tout s'écroule. Et donc, on a toujours cette peur-là pour se lancer. Mais cette peur... Si je comprends bien, Marie-Louise, pour toi, lorsque tu t'es lancée, entre autres, il y avait la peur d'échouer, hein, en toute logique,
mais tu t'es dit qu'il fallait te dépasser parce que il y a énormément de personnes qui comptaient sur toi et qu'il fallait absolument que tu réussisses. Donc, l'entourage a été à la fois une force, mais peut être aussi quelque part une petite faiblesse aussi. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Alors, l'entourage est une force. C'est pour ça qu'on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es et ne fréquente pas n'importe qui. L'entourage est une force quand autour de toi, tu as des gens avec qui tu discutes du projet, mais tu ne discutes pas d'un projet avec tout le monde. Tu vois les personnes positives que tu connais. Tu discutes d'un projet et les personnes ne te découragent pas, mais te disent au plus, ah oui, c'est très bien, mais pense à faire ci ou apporte des conseils, des solutions ou juste, ah bravo, il faut y aller. Juste ça. Ça, c'est un encouragement. Ou bien quelqu'un qui peut donner plus va dire, ah, est-ce que tu as pensé à voir ci? Est-ce que tu as pensé à voir ça? Des petits plus comme ça c'est un bon entourage qui vous permet de dire, je vais y aller. De toute façon, c'est une décision. Quand on a pris une décision, on ne recule pas, on y va. Et dans le même entourage, il y a des gens qui tirent vers le bas. Dès qu'on a commencé à encaisser, surtout pour nous, le malheur pour nous, pourquoi on ne réussit pas souvent, c'est dès qu'on a encaissé le premier centime, il y a déjà des propriétaires qui viennent là pour dire, donne-moi ces centimes pour acheter le médicament. Si je meurs, c'est ta faute. D'accord. Et pour Flore, alors, quelles ont été les difficultés? Là, pour toi, c'est tout chaud. Oui. Ça sort du four. L'entreprise vient juste d'être créée. Quelles ont été les embûches, les difficultés? Et est-ce que tu as eu peur aussi là? Alors, c'est plutôt il y a eu l'étape où il a fallu que je me remette en question, que je fasse un bilan de compétences pour savoir quelles sont les qualités dont j'ai besoin pour pouvoir entreprendre. À partir de là, à partir de de mes différentes expériences, et de la formation que j'ai pu faire dans le domaine du digital, qui m'a permis, moi, après, de me projeter et de tout faire pour pouvoir entreprendre. La difficulté que j'ai eue, ça a été de trouver les financements pour faire cette formation en question. J'ai mis 2 ans à peu près pour pouvoir avoir les financements, pour pouvoir faire cette formation. Et à la sortie de cette formation, j'étais tellement heureuse parce que c'était la clé qui me manquait pour pouvoir après me lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je vais dire à nos téléspectateurs, tu parles de financement de la formation. Aujourd'hui, c'est un plaidoyer aussi qu'on envoie, on l'a dit au début, au pouvoir public. En Afrique, les femmes n'ont pas beaucoup accès à des formations. Tout à fait. Et donc, elles sont beaucoup dans l'informel. Quand on sait qu'au Congo, on a 20% de femmes analphabètes, elles ont très peu de moyens pour structurer leur entreprise. Ça, il faut quand même le dire. Tout à fait. La formation est une chance en soi, on va dire ça. Hein. Voilà, c'est vraiment une chance. Et du côté de Benita, donc je me tourne vers toi, tu es un petit peu aguerrie, même si on en avait parlé récemment, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. La crise liée à la Covid-19 est passée par là. Ton activité, qui est la décoration, qui est décoratrice professionnelle, on l'a dit au début, a connu des soubresauts. L'événementiel, c'est l'un des… On a coupé quelque peu le fait que les gens ne pouvaient plus faire des mariages, parce que je pense que c'est l'un des secteurs dans lesquels tu t'épanouis le plus. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui, entre les difficultés du début au moment de la création de ton entreprise et aujourd'hui au lendemain de la crise de la Covid? Comment tu vis les choses? Alors, je les ai très mal vécues. J'avoue que le confinement n'a pas vraiment été à mon avantage, d'où la remise en question. À un moment, je me suis dit, je vais abandonner. Mais en même temps, je me disais que c'est une activité pour laquelle j'y ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Parce qu'à la base, j'ai commencé sur un coup de tête. J'ai vraiment pas eu peur de me lancer. Je me suis dit, allez hop, j'y vais. Donc, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. Et puis, je me suis rendu compte à un moment qu'il me manquait quelque chose et je souhaitais exceller. Donc, comme disaient mes sœurs tout à l'heure, on ne peut pas exceller sans être formé
ni informés. Donc, la formation, c'est important parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Je veux dire, par exemple, sur tout ce qui concerne le marketing, sur tout ce qui concerne les quantités. En fait, moi, je parle pour tout ce qui est floral. Et à l'issue de la formation, bah justement, on entrait dans le confinement. Donc, 2020, 2021, ça a été une année très sombre. À un moment, je me suis dit, je vais jeter l'éponge. Mais là, je suis repartie sur des nouvelles bases. Donc, je me suis de nouveau reformée pour redonner un dynamisme à tout ça. Ça m'a permis de revoir de nouveau, me remettre en question pour voir si vraiment je comptais continuer cette activité. Et aujourd'hui, les difficultés auxquelles je me heurte, c'est celle de la communauté. Alors, on en a brièvement parlé la dernière fois. Avec la communauté, c'est très, très difficile. C'est difficile, c'est pas facile. Et du coup, quand j'ai commencé au départ avec la communauté, j'acceptais de perdre. Donc, je ne faisais pas de profit, ce qui était vraiment une erreur énorme parce que ça m'a pas du tout rendu service. Et là, au jour d'aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je voie autrement, qu'il fallait que je réorganise autrement si je veux vraiment avoir une activité pérenne. Pour que ça dure dans le temps, il faut que je revoie un tout petit peu comment avancer dans le domaine. Mais on va dire que cette année est beaucoup plus, comment dirais-je, avec de meilleures perspectives. voilà. On va vraiment vers des choses positives, les activités reprennent, ça reprend tout doucement. Les gens ont recommencé à se marier. Les gens se marient, voilà. Les gens se marient, les contrats viennent et c'est très bien. D'accord. Bah, écoutez, globalement, mesdames, lorsque je vous entends parler, je me rends compte qu'il y a aussi la question de l'investissement, la question du financement de vos projets. J'aimerais revenir sur des chiffres. Moi, j'aime bien les chiffres. Seulement 2% de fonds d'investissement sont débloqués pour les projets féminins. Et 90%, tenez-vous bien, des équipes d'investissement sont masculines. Donc, ça a pour conséquence très clairement de limiter l'accès des femmes au financement de leurs entreprises et de leurs projets et de leurs ambitions. Il faut savoir que les femmes, vous n'êtes pas seulement que des mères, vous n'êtes pas que des filles, vous n'êtes pas que des sœurs. Vous débordez d'énergie et puis vous êtes d'une intelligence, moi lorsque je vous entends parler, et d'une détermination sans limite. À mon avis, les femmes sont le plus grand réservoir de talents inexploités au monde. Mesdames, pour revenir à vous, que pensez-vous de cette vision, de ce mythe, qui a la dent dure d'ailleurs, qui consiste à dire que l'entrepreneuriat ou que les femmes ne sont pas bonnes pour être des gestionnaires parce que trop dépensières, donc que l'entrepreneuriat est un métier uniquement ou devrait être uniquement dédié aux hommes, ou alors de penser aussi, d'ajouter, que l'entrepreneuriat n'est pas destiné aux souches défavorisées. Donc, moi, j'aimerais vraiment avoir... Comme tu disais, c'est un mythe. Pour moi, c'est un mythe. Parce qu'une mère de famille qui arrive à gérer le foyer avec un budget restreint et pouvoir économiser en plus, elle peut diriger l'entreprise. Elle a la base pour diriger l'entreprise. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'elle aura appris à l'école. C'est sur le terrain qu'elle aura appris. Elle sait comparer les prix. Non, je vais plutôt acheter mon sac là parce que c'est moins cher. Elle est toujours en train de jongler parce que derrière, il y a l'objectif de « OK, il faut que j'économise un peu pour les enfants, pour acheter une paire de baskets, pour acheter des vêtements pour les enfants. » Donc, pour moi, elles ont cette capacité de gérer. Et quand on est entrepreneur, c'est un facteur important, la gestion. Et Benita, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est plutôt déjà à la base une femme, mère au foyer, mère de famille est déjà à la base une gestionnaire.
Dès lors où on a des enfants, on a une maison, on gère déjà sa maison. Donc, je veux dire par là que on a des capacités, on a beaucoup de capacités parce qu'on a acquis ce courage qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir gérer plusieurs situations. On gère sa maison, on gère aussi quand on a un homme à la maison, on gère son mari, enfin on gère tout un tas de choses, comme disait ma sœur Flore tout à l'heure. Tu peux avoir un peu d'argent, tu te dis par exemple qu'aujourd'hui je n'ai que 10 euros, avec 10 euros, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir donner à manger, voilà, à mes enfants? Je sais que si j'enlève 1 euro, je vais avoir du pain, j'enlève 50 centimes, je vais avoir de la farine ou de la levure, enfin voilà. Une femme est tout à fait capable de gérer une entreprise, même je veux dire, sans aller à l'école. Après, les formations viennent juste en plus pour donner cette faculté à pouvoir exceller quoi, dans son entreprise. Alors, je me tourne du côté de Marie-Louise, qui avait déjà dit des choses très importantes et qui anticipait déjà. Donc, Moi, comment je dis, j'adhère à tout ce que viennent de dire mes sœurs qui ont parlé, mais je vais ajouter autre chose qui est crucial dans ce que tu as dit, qui occasionne cette inégalité dans l'affectation des moyens financiers de la société. C'est-à-dire que nous avons un poids culturel et traditionnel, social, qui fait que la femme elle-même, elle s'est mise dans un moule. Quelqu'un s'est levé un jour pour créer un moule, pour dire la femme, ça c'est ton moule. Et la femme, elle s'est mise dedans. Surtout la femme de l'Afrique centrale. Elle s'est mise dans un moule où on lui a dit, tu as un corps, c'est tout ce que tu es. Dans beaucoup de foyers chez nous, et ça c'est la base de tout, dans beaucoup de foyers chez nous, au Congo, particulièrement au Congo, hein, peut-être dans d'autres pays, mais je vais parler du Congo que je connais, dans beaucoup de foyers, beaucoup de relations, monsieur et madame ne sont que mari et femme. Ils ne sont ni amis, ni frères, ni sœurs, ni une relation solide qui passe par tu es mon ami, tu es mon père, tu es ma mère, avant d'être ma femme pour aller au lit. On n'a pas ça. Hein. On n'a que elle est ma femme, il est mon mari. Et quand on a une relation de mari à femme et exclusivement mari à femme, il y a un qui va être dominant et l'autre qui va être dominé. Il n'y a que ça. Et cette relation de dominant à dominé, on arrive à trouver l'autre qui décide, tu ne sors pas d'ici, tu ne travailles pas, tu restes à la maison. Mmh. Et comme la tradition veut que tu obéisses à ton mari, tu ne fais pas. Tu ne vends rien, tu ne fais rien, tu vas nulle part. Et donc, tu restes là. La société dans laquelle nous vivons, ce sont les mêmes hommes que nous avons à la maison sont les mêmes qu'on retrouve dans les banques. Donc, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les ministères. Ceux qui traitent la femme de cette façon-là, ce sont les mêmes qui sont dans les instances où on prend des décisions. Est-ce que ces gens-là regardent, si ces gens-là regardaient leur femme comme étant des partenaires, avant d'être femme, c'est ma partenaire, c'est mon amie, c'est ma sœur. Elle est capable de faire ceci, elle est capable de faire cela. On ne regarde pas que c'est un être qui a un corps, qui a juste un corps. On te dit, sois belle et tais-toi. Si on ne voit pas ça comme ça, si on n'encourage pas les femmes à juste regarder leur physique, mais à regarder ce qu'il y a dans la tête. Et les hommes qui partagent la vie des femmes regardent aussi en se disant, c'est ma partenaire, elle est capable de faire ci, elle est capable de faire ça, on lui donne, non. On fonctionne avec. Parce que ce n'est pas à eux forcément de nous donner l'argent. On ne bloque pas les routes. Et on se dit, la tradition, elle est bien, mais ce qui n'est pas bien dans la tradition, on ne garde pas. Ce qui ne nous aide pas pour avancer, on ne garde pas. On n'impose pas aux gens, tu es la femme, tu restes là, tu fais la semoule et tu te tais. Or, nous, on est dans une société où la femme, elle doit être sous l'homme, juste son mari. J'essaie de résumer ce que tu viens de nous dire et qui est très, très intéressant. Voilà. Effectivement, ce qui ressort de tes propos, c'est que la femme congolaise, en particulier, parce que c'est d'elle dont il s'agit, a peur de s'engager, a des difficultés à trouver les moyens de financer son activité
parce qu'il y a le poids de la société, le poids culturel. Le regard que l'homme porte sur la femme, c'est un regard un peu de mépris, hein, Et ce regard, pour te couper, ce regard, l'homme porte, la société, hein, donc les oncles, les pères, les frères, portent un regard négatif. Moi, je vais dire, c'est un regard sombre sur la femme. Et ce regard-là fait une boucle, revient sur la femme qui se regarde elle-même avec un regard sombre. Et elle se dit, pour que je sois vue, je vais me faire, voilà, je vais tout mettre sur mon corps et rien dans ma tête. Et voilà comment on est dans un cycle d'échecs. Si je comprends bien, ce que tu montres aujourd'hui à la femme congolaise, je vais te laisser parler, Benita, c'est que aujourd'hui, elle mise plus sur ses attraits physiques que sur sa capacité à entreprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Moi, c'est ce que je pense. Benita. Voilà, moi je voulais intervenir un peu. C'est vrai, ce que tu as relaté n'est pas faux, hein. On est dans cette espèce de comment dirais-je, on est dans cette espèce de truc culturel où on a inclus dans la tête des femmes qu'une femme était faite, voilà, une femme était bonne pour la maison, ou une femme était bonne pour ce qu'elle est physiquement. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est bien, on est dans une nouvelle ère, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de femmes quand même qui commencent à se lancer dans l'entrepreneuriat, et je me dis que c'est toute une éducation qu'il faut apporter à ces femmes-là. C'est vraiment toute une éducation à tous les niveaux. Voilà. Surtout à la jeunesse. Oui, alors ça, c'est une chose aussi. Moi, j'avoue que je n'avais pas prévu de donner cette orientation à notre discussion, mais comme on en parle, j'aimerais bien recueillir vos avis, mesdames. Effectivement, on a le sentiment que la jeune fille congolaise, elle est beaucoup plus superficielle, que son intérêt se tourne vers des choses très liées. On rêve toutes, enfin, on va dire ça, elles rêvent toutes. Peut-être que les réseaux sociaux aussi ont apporté un regard négatif sur la femme elle-même. Elles rêvent toutes d'avoir le popotin de Kim Kardashian, d'avoir une poitrine bombée et voilà, de se refaire la poitrine, d'aller faire du shopping à Dubaï et à Paris. On a l'impression qu'entreprendre pour elles, c'est quelque chose qui est loin de leur façon de penser. Et moi, on peut dire qu'on régresse alors. Quand je vous entends parler, on régresse quelque peu. Non. Pas quelque peu, on régresse beaucoup. On régresse. Si nous prenons l'exemple de nos mamans, hein, nos mamans, c'était des femmes, il y en a qui faisaient du manioc pour éduquer leurs enfants, pour éduquer leurs enfants. Il y en a qui faisaient des champs, des jardins, enfin des maraîchers, tout ça là, des maraîchages, pour éduquer leurs enfants. Et ça passait, ça marchait. Elles le faisaient. Aujourd'hui, les jeunes filles, on ne parle que des jeunes filles aujourd'hui, parce que les jeunes gens, on parlera plus tard, mais les jeunes filles, elles se lèvent le matin, elles cherchent le travail et elles veulent le travail du bureau. Pourquoi? Parce qu'on a montré que le vrai travail, c'est là où tu vas dans un bureau, tu appelles quelqu'un chef. Mais ce n'est pas que la tomate qu'elle mange, qu'on est en train de vendre la moitié de tomate au marché, la tomate pousse en 3 mois, tu plantes la tomate dans ton jardin chez toi à la maison, tu peux vendre la tomate à tes voisins. Et ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas aussi sa faute parce que nous vivons ici dans des pays où les médias sont là pour aider aussi. On montre des entrepreneurs, il y a des émissions, il y a des programmes où on parle de l'argent, on parle de l'économie, on parle de l'entrepreneuriat. Chez nous, il n'y a pas. On montre chez nous toute la saleté qu'il y a, c'est-à-dire que les équétés, les soubilambois, les trucs Ben Kevin Bipen, ou je sais pas quoi, les roga-roga, des gens qui n'ont rien dans la tête, qui viennent éduquer la société. C'est des gens perdus, des gens tordus qui doivent éduquer une société. Et c'est ça qu'on passe toute la journée à la télé. Et donc, les jeunes filles qui voient ça, ils sont perdus. Il n'y a pas d'émission du genre, vraiment conscientisation. Marie-Louise, il faut dire que tu as dit des choses qui sont très fortes, oui. Qui vont peut-être heurter les sensibilités de certains. C'est ton point de vue, c'est le regard que tu poses sur notre société. Et j'invite les gens à faire une espèce de remise en question. Et voilà, c'est vraiment un plaidoyer que ces différentes dames-là font sur notre société et sur le rôle
de la femme. Il ne faut vraiment pas prendre les choses pour soi, mais il faut comprendre et entendre que le désir, c'est de voir la femme congolaise s'épanouir, se développer, avancer. Et à ce sujet, est-ce que, mesdames, vous avez quelque chose à rajouter? Benita, Flore? Je pense que on va dire que Marie-Louise a lancé voilà. Moi, j'avais une question qui était un peu plus insidieuse. Vous savez, mesdames, avec les différentes crises économiques qu'a connues le Congo, la mégestion, il faut le dire, la corruption, la concussion, réduisant donc fortement le train de vie de l'État mais qui a eu aussi pour conséquence de créer de l'insécurité alimentaire. Il faut qu'on se le dise, hein, la précarité et la paupérisation des populations de façon générale. On dit qu'on régresse, mais ça a conduit aussi de nombreuses femmes à une espèce de prise de conscience. Parce que lorsque les enfants ont faim, lorsqu'il n'y a pas de nourriture pour les nourrir, les femmes entreprennent. Elles sont obligées. À des petits niveaux, mais elles sont obligées de sortir pour rechercher de l'argent, pour trouver les moyens pour nourrir la famille et scolariser les enfants. Donc, on dit aujourd'hui que 54% d'entre elles œuvrent dans les activités commerciales, mais qui ne sont pas formelles. Elles œuvrent dans l'informel. Et c'est essentiellement concentré sur le commercial. Au-delà d'une simple activité, l'entrepreneuriat est devenu donc un terrain de jeu où se joue l'autonomie et l'indépendance de la femme. Alors, je vais vous prendre une pensée que nous a dite une jeune slameuse et j'aimerais avoir votre point de vue. Pour Mariska Mukenge, une étoile brillante du slam, dont je l'ai lu, les femmes sont sous-représentées dans les postes de prise de décision. L'entrepreneuriat représente donc une opportunité pour les femmes congolaises de vivre la parité. Dans une société dirigée par les hommes et pour les hommes, il est impérieux que la femme se lève. Il faut donc que la femme crée ses propres sources de revenus, diversifie son économie pour ne pas dépendre de la main qui donne au risque d'en devenir esclave. Qu'en pensez-vous? Alors moi, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec cette jeune slameuse. La femme, aujourd'hui, enfin, du moins, commence à avoir cette prise de conscience qu'elle existe. 49% de la population congolaise, et ce sont des femmes. Donc, économiquement, elles ont un poids. Maintenant, la démarche à faire, c'est de leur faire prendre conscience qu'elles ont ce poids-là, qu'elles ont cette capacité d'entreprendre, qu'elles ont un rôle à jouer dans la société. Ce n'est pas évident, ça prendra du temps, mais il faut commencer quelque part. À partir du moment où la femme va avoir confiance en elle, elle pourra entreprendre et faire plein de choses. Mais il faut… Donc, si j'entends bien ce que tu dis, pour toi, oui, l'entrepreneuriat, c'est la voie pour être libre et indépendante. Tout à fait. D'accord. Tu rejoins ce que dit cette jeune slameuse. Exactement. Est-ce que tu penses aussi que dans un environnement où ce sont les hommes qui décident, l'entrepreneuriat peut être le moyen pour les femmes de sortir de ce carcan? Oui, je pense aussi. Je pense. Parce que la vision d'un homme n'est pas la même que la vision d'une femme. Un homme qui entreprend, ça sera toujours avec, pour créer des grosses sociétés, avoir besoin de financement énorme pour entreprendre. Mais une femme avec un peu de moyens peut entreprendre. Ce qui fait qu'à chaque moment, alors ça c'est ma vision, hein, à chaque moment, elle aura la possibilité de comment je peux dire ça, de se remettre en question. Si par exemple la tomate, ça ne fonctionne pas, elle pourra aller chercher à vendre des mangues. Ou alors si elle est couturière, elle pourra rebondir si l'activité ne fonctionne pas, rebondir pour trouver une autre activité. C'est-à-dire, du moins c'est le souhait, hein, que la femme qui entreprend ait ce réflexe-là. Mais l'homme qui entreprend, il va rester dans sa comment je peux dire ça, dans sa voie. D'accord. Donc la femme a la possibilité de rebondir, voilà. Elle a la possibilité de se réorienter. Voilà. C'est une femme qui peut avoir multiples facettes et multiples talents. Mais pour toi, Marie-Louise, qu'en penses-tu? Penses-tu que l'entrepreneuriat, comme le dit cette jeune slameuse, c'est le moyen pour la femme d'obtenir l'autonomie, l'indépendance
et surtout de se libérer du carcan de la domination masculine? Alors moi, je vais toujours revenir sur la base des choses. Ça dépend de ce qu'on veut entendre par indépendance, autonomie ou liberté, je ne sais pas quoi. Ça dépend de ce qu'on veut entendre par là. Je vais dire, autrefois, les chefs du village, les chefs, nos chefs coutumiers, quand les habitants venaient les voir pour poser un problème, une situation, les chefs ne répondaient jamais tout de suite. Ils leur disaient la nuit porte conseil, partez, revenez me voir demain. La nuit qui porte conseil, c'est la femme, parce qu'à cette époque, la femme avait une valeur égale à l'homme. L'homme valorisait sa femme. L'homme trouvait que la femme, c'était quelqu'un avec qui, c'était une partenaire avec qui on composait. On ne parle pas de dépendance, d'autonomie, je sais pas. Ils étaient ensemble. Et le problème qu'on a posé au chef, le chef vient poser le même problème à la femme ou à ses femmes. S'il en a beaucoup, il tient une réunion le soir, la nuit, avec toutes ses femmes, il pose le problème. Et chacune d'elles donne son avis. Cet avis-là, le lendemain, quand on revient voir le chef dit « j'ai décidé ou je pense que ». Mais ce n'est pas lui qui a pensé, c'est la femme. Aujourd'hui, dans les foyers, aujourd'hui, dans les couples, aujourd'hui, dans la société, aujourd'hui, la femme congolaise surtout n'est même plus une personne avec qui l'homme s'assoit pour discuter. Il ne discute plus. Donc c'est quoi l'autonomie? Je ne sais pas. Mais moi, je vais dire ceci. Il n'y a pas de domaine pour les femmes, il n'y a pas de domaine pour les hommes. Si je dois entreprendre dans l'immobilier, si j'ai envie, si j'en ai la capacité, si j'en ai les connaissances, si j'en ai la passion, je vais entreprendre dans l'immobilier sans me dire je suis une femme. Il ne faut pas mettre de genre dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas dire femme. C'est vrai que la femme, elle pense tout de suite aux besoins immédiats qui sont le manger, le vêtir et le soin. Voilà. C'est l'immédiat pour la femme. C'est-à-dire, on doit manger, on doit s'éduquer, on doit se loger et on doit être en bonne santé. Et donc, ces activités vont en général tourner autour de ces besoins-là. Mais cela n'empêche que nous puissions avoir la capacité de se dire je peux entreprendre dans la fabrication des trains, si j'en ai les capacités, je le fais. Maintenant, l'autonomisation de la femme, elle est autonome depuis toujours, elle a toujours été. On a eu des reines en Afrique. On a eu, nos mamans étaient autonomes, ma mère était autonome. Donc c'est nous, en fait, cette génération qui avons perdu, nous avons l'impression que nous avons perdu l'autonomisation parce que nous sommes devenus des il y a Jean aussi, hein. Sombil mon bière que, et puis il y a Jean va dire Amenge aussi, hein. Qui toque un gain que coup et il y a Jean va acheter la bière et pour la bière, on vous emmène au marché, on vous fait un bébé sur les tables du marché et vous êtes devenu une maman d'un enfant non désiré. Voilà comment on est devenu des choses et on pense que nous n'avons plus de valeur, nous ne sommes plus autonomes. Nous l'avons perdu nous-mêmes. C'est nous qui l'avons perdu. Ce n'est même pas l'entrepreneuriat qui doit nous permettre de retrouver. C'est nous qui devons nous dire qui suis-je dans la société, quel genre de citoyen je suis dans ma société. Maintenant, l'entrepreneuriat viendra juste pour nous aider à être des membres à part entière de la société, des citoyens à part entière qui contribuent à la construction de leur société, à l'amélioration, au développement de leur société dans tous les domaines dans lesquels nous sommes capables. Si on dit qu'il faut conduire les gros camions, si on est capable, on conduit, on crée une société de poids lourds et on conduit. Merci beaucoup Marie-Louise pour ce point de vue. Et pour toi, Benita, dis-moi. Moi, je ne parlerai pas d'autonomisation, mais je parlerai plutôt de l'émancipation. Parce que, comme le disait ma soeur tout à l'heure, la femme, à la base, elle est déjà l'autonomie, nous l'avons, hein, c'est plutôt l'émancipation. Voilà, plutôt voilà. Merci. Donc, oui. L'émancipation à travers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui devrait aider les femmes à aller plus loin, à mettre en avant leurs compétences et leurs capacités. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Merci pour ce résumé. Alors, certaines femmes ont du mal ou ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous l'avez dit, mesdames, par peur des préjugés de la société,
du poids culturel, alors que toutes les femmes, quelles qu'elles soient, ont toutes le droit de prendre leur destin en main. Ma question est la suivante. Comment faites-vous au quotidien, vous, mesdames, pour lutter contre les préjugés et les idées reçues? Et que pouvez-vous dire à ces femmes qui se refusent à entreprendre par peur du regard de leur communauté? Comment développer le potentiel entrepreneurial de la femme congolaise tout en respectant donc leurs aspirations individuelles et leurs conditions de vie? Parce que si elles ont du mal à entreprendre, c'est parce qu'elles sont dans un environnement de... Donc, quelle solution ou quels conseils pourrez-vous leur apporter? Parlons d'abord de vos propres expériences et ensuite le conseil que vous pourrez apporter. Marie-Louise. Merci pour la question. Je vais dire un truc qui peut paraître bête ou peut-être qui peut choquer, hein, mais je vais dire un truc. L'école, hein, l'éducation à travers l'école. L'éducation à travers l'école, là où on va du CP1 jusqu'à pour avoir tous les gros diplômes, c'est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois. C'est-à-dire que plus nous étudions, plus nous avons des préjugés qui nous limitent en fait. Plus on se limite dans nos capacités parce qu'on se dit, j'ai appris à faire ceci, je ne peux faire que ça. Ou bien je dois faire ça parce que j'ai été formé pour être prof, ben, je ne peux pas faire des plantations, je ne peux pas fabriquer du manioc, je ne peux pas faire ci parce que je suis prof. Mais le manioc, tu le manges. Hein. Tu le manges, le manioc. Qui doit le produire, qui doit le fabriquer? Non, mais ce n'est pas moi, ça, moi, je suis prof. Donc, ces préjugés-là ont fait que la femme, aujourd'hui, elle est perdue dans la mesure où elle ne sait plus quoi faire. Parce que c'est bien d'être allée à l'école. Mais moi, je dis l'école, c'est un endroit qui devait être un endroit pour nous instruire et nous ouvrir encore plus nous ouvrir encore plus à des horizons qui permettraient que quand on s'engage, quand on se dit je veux être libre, c'est ça. C'est-à-dire j'ai appris et je suis libre, je peux entreprendre. Aujourd'hui, la femme qui a le plus peur de s'engager, c'est la femme qui a le plus de diplômes. D'accord. Donc pour toi, les préjugés et la peur de l'engagement, ce n'est pas forcément chez les sous-défavorisés. À ton avis, c'est vraiment les femmes intellectuelles. Une docteure, voilà, quelqu'un qui a un doctorat de quelque chose, si on lui dit va vendre au marché, celle-là, elle n'ira jamais. Elle n'ira jamais au marché. Parce qu'elle est dans un certain moule, c'est pour ça. Elle n'ira pas. Et concrètement, Flore, toi, qu'est-ce que tu penses de cela? Voilà. Je suis assez d'accord avec Marie-Louise. Hein. Je pense qu'il faut qu'il y ait un déclic, une prise de conscience pour pouvoir… tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Quelqu'un qui n'est pas patient, quelqu'un qui veut des résultats tout de suite, ne tiendra pas la route. Parce que l'entrepreneuriat, tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu as un objectif, tu as une vision, mais il y aura des hauts, des bas, tu vas aller à droite, à gauche, mais voilà, tu as ta vision, donc tu veux atteindre ton objectif. Et tout le monde n'a pas cette patience pour pouvoir avoir la hâte pour aller jusqu'au bout. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'on apprend. L'entrepreneuriat, quand il y a des hauts, il y a des bas, il faut se dire que tu apprends tous les jours. Donc après, il faut avoir ce recul-là pour se dire, OK, j'ai fait une erreur, je me suis cassé la gueule, je me relève, j'avance. La prochaine fois, je sais que ça ne m'a pas apporté de bonnes choses. On apprend tous les jours. Dans l'entrepreneuriat, on apprend toujours. Maintenant, il faut avoir cette capacité de se dire, OK, le chemin que je veux prendre ou que je vais prendre, ça va me mener forcément là où je veux aller, mais ça ne sera pas de tout repos. Et comme disait Marie-Louise tout à l'heure, c'est assez complexe et compliqué. Écoutez, mesdames, cette émission est très, très passionnante, mais on arrive très clairement, on est en train de s'acheminer lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. J'ai 2 dernières questions. Alors, je souhaiterais qu'on aborde une question qui est la notion de sororité. Alors, c'est vrai que nos téléspectateurs vont nous demander
Qu'est-ce que la sororité? Pour la petite histoire, donc, avant de vous laisser vous-même en rajouter un petit peu, la sororité, donc, elle est née au Moyen-Âge. Son étymologie vient du latin soror, qui signifie sœur, et elle désignait des communautés religieuses placées sous l'autorité masculine. Mais c'était des lieux où les femmes instauraient leurs règles de vie, accédaient à la culture dans un environnement sécurisé et se transmettaient entre elles le savoir. Alors, pourquoi je vous parle de sororité? Bon, déjà, il faut savoir qu'elle est réapparue au début du XXe siècle dans les universités, il faut le dire, américaines, qui sortent d'une tradition de confrérie où l'on se transmet donc entre étudiants les enseignements informels, on va dire l'école de la vie, où l'on se tisse son réseau. Les filles qui arrivaient très, très vite dans l'enseignement supérieur n'étaient pas admises dans les confréries ou dans les clubs de garçons. Qu'à cela ne tienne, elles vont créer elles-mêmes leur club à elles. C'est là où est née la sororité Gamma Phi Beta, je pense que vous connaissez, qui a été fondée donc en 1874 à l'université de Syracuse et qui est réputée la plus ancienne des organisations universitaires semi-clandestines de femmes. Alors, moi, je vous parle de sororité parce qu'elle ramène à la solidarité féminine, qui s'affiche avec simplicité, mais qui vient directement heurter l'idée communément admise que les femmes seraient de vrais peaux de vache entre elles. Malheureusement, et ça c'est dit par beaucoup de femmes que nous avons interrogées, avec qui nous avons discuté, au Congo, cette réalité est avérée. Le syndrome de la reine abeille donc, est loin d'être un fantasme. Quand les femmes sont en responsabilité, notamment lorsqu'elles accèdent à des positions de pouvoir, elles savonnent la planche pour les suivants. Donc, pour faire simple, elles font de telle sorte qu'elles restent, elles, en responsabilité, que les autres, surtout, n'accèdent pas comme elles à des postes de responsabilité. Ma question, enfin, après avoir dit tout cela, que pensez-vous du syndrome de la reine abeille et de son impact négatif dans la cause féminine congolaise? Pensez-vous que la sororité permettrait d'amplifier les voix des femmes? De plus, alors c'est un peu complexe, ne croyez-vous pas que lorsque les femmes se montrent bonnes copines entre elles, le phénomène commence à être mis en échec et chacune peut mieux se projeter dans un leadership équilibré, simple et authentique? Alors, qui se lance en premier? J'ai vu Marie-Louise sourire. Parce qu'elle a dit se dire, ça me parle. Ouais, évidemment, ça parle. Ça me parle. Je vais dire que en toute chose, dans tout ce que nous faisons dans notre vie, toute la vie de tout humain, si on n'a pas compris que la base de tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons est d'abord et avant tout spirituel. Moi, je parle pas de religion, de machin, je parle de la spiritualité basique et fondamentale. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons est d'abord spirituel. Quand quelqu'un vit selon cette base spirituelle, cette personne comprend que sa vie sur Terre relève d'une mission, en fait. Elle a une mission. Cette personne comprend qu'elle a une mission. Et pour faire cette mission, elle va passer. Et d'autres personnes vont remplacer. Cette personne va comprendre que tout ce qu'elle aura amassé comme connaissance, comme savoir et tout ça, n'aura de sens que si elle partage. Elle va partager son savoir, elle va partager sa connaissance, elle va partager parce qu'il faut qu'elle laisse à d'autres le témoin. Tant qu'on n'a pas compris ça, on vit dans la concurrence. On vit dans le fil, c'est-à-dire on satisfait l'emballage physique que nous sommes là, et cet emballage physique va nous pousser à l'orgueil, à l'arrogance et à ce que tu viens de dire, le leadership. Et si je suis leader, je ne veux pas qu'il y ait d'autres leaders comme femme. Donc, je vais savonner la planche. Personne ne vient à part moi parce que je pense que c'est moi et personne d'autre. Mais si quelqu'un a compris vraiment que toi, tu ne possèdes rien, tu es là en mission et tu vas passer, et que la mission va continuer parce que toi, tu dois former tes suivants, nous devons laisser le savoir. Nous devons former nos successeurs. Comment je vais former mes successeurs si je ne suis pas avec eux?
Et donc, ceux qui ne comprennent pas, et malheureusement aujourd'hui, même ceux qui vont dire au nom de Jésus tous les jours, ils ne savent pas ce que c'est que la spiritualité, la vraie. Tant qu'on n'a pas compris ce qu'est vraiment la fondamentalité de la spiritualité, on ne peut pas être avec les autres pour construire. Parce qu'on veut s'amasser, on veut amasser tout ce qu'il y a autour de nous, les plus grosses voitures, pour impressionner les gens qui ne vous connaissent même pas. Quand vous passez, on dit la voiture, elle est belle, mais les gens qui disent ça, ils ne vous connaissent même pas. Vous êtes contents. Vous voyez? Donc, on veut amasser ça, on veut avoir les cheveux les plus longs qui tombent jusque là, on dit, ah, elle a des beaux cheveux, mais c'est pas à nous. Elle veut avoir la plus grosse maison, on dit, mais tu vois, la maison, c'est pour tel. Mais on va laisser cette maison quand on va partir, elle ne vaudra plus rien. Dès qu'on meurt, la maison, elle ne vaut plus rien. Tant qu'on n'a pas compris ça, c'est difficile de construire avec les autres. Mais quand on a compris ça, la sororité peut fonctionner. Mais il faut être avec des gens qui comprennent ça. Et c'est là la difficulté, où les trouver. Mais est-ce qu'on n'a pas un devoir, pour revenir à ce que tu dis, est-ce qu'on n'a pas un devoir tu l'as dit, hein, on a un devoir de transmission et comment concrètement on transmet? Parce qu'on a conscience de sa spiritualité, j'ai entendu ce que tu as dit, on a conscience de sa spiritualité et c'est cette conscience de cette spiritualité qui nous emmène à nous détacher des choses matérielles. Comment on transmet concrètement aux autres le savoir qui est le nôtre? Si par exemple, moi j'ai une entreprise qui fonctionne bien et j'arrive, bon, au départ on se bat d'abord tout seul, hein, parce qu'on est en train de patauger et tout ça, on nage tout seul, on ne veut pas se noyer avec les gens. Mais si on arrive on a bien nagé, on est arrivé à l'autre rive et puis on est bien, l'entreprise fonctionne bien, n'est-ce pas? Il faut penser à la succession, il faut dire, il faut que je forme les gens pour la pérennité de la chose. Même si ce n'est pas mon entreprise qui sera pérenne, mais les autres. Moi, je vais prendre mon exemple. Le mot est haïssable, mais je vais le prendre quand même, cet exemple. Quand nous avons commencé, parce que je ne suis pas seule, j'ai une équipe. Quand nous avons commencé avec la production cinématographique, donc à créer à faire la série. Ça fait longtemps, hein, c'est un projet qui dure depuis plus de 30 ans. Ça fait peut-être 5 ans qu'on a commencé à travailler dessus. Quand nous avons commencé, on a eu aussi les années Covid, donc ça fait 5 ans maintenant environ. Quand nous avons commencé, il y a un jeune qui avait 19 ans, un jeune africain qui avait 19 ans, qui a répondu à notre annonce. On recherchait des membres d'équipage et tout ça. Il a répondu à notre annonce et il a dit qu'il a toujours rêvé d'être un réalisateur. J'ai dit, tu l'as déjà fait? Il m'a dit non. Tu sais utiliser la caméra? Il m'a dit non. Et j'ai dit, et tu veux le faire? Il me fait, c'est mon rêve. Et je rêve de le faire. Mais vraiment, je ferai tout. Je lui ai dit, OK, c'est toi qui vas réaliser cette série. Il ne sait rien. Hein. Je dois le former. Je dois lui apprendre ce que je sais. Et pourtant, je peux mettre mon nom. Mais pour l'encourager, je lui ai dit, c'est toi le réalisateur. C'est son nom qui est sur le film. Mais le petit, je lui ai transmis un tout petit peu de ce que je sais, parce que je ne connais pas beaucoup. Le peu que je sais, j'ai partagé avec lui. Lui, par sa volonté d'apprendre, il a pris la base de ce que je lui ai donné. Il est allé apprendre plus. Et le plus qu'il a appris, il a ramené. Et donc, on a une équipe solide. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas eu un très bon... Alors, c'est un bon opérateur de caméra, mais il est passionné. Il a 21 ans maintenant. Le gars, il a 21, il va sur 22 ans maintenant. Mais il est passionné dans la chose. Et il n'y a pas longtemps, on était là et on était en train de parler après un tournage, on était là, il me demande, why did you give me that? Bon, il est de la Somalie. Hein. Il me dit, why did you give me that first chance? When you knew that I couldn't do it? Pourquoi tu m'as donné cette chance quand tu savais que je ne pouvais pas le faire? Je lui ai dit, si je ne te donne pas la chance, qui te donne? Si moi, je ne te donne pas cette chance, qui te donne? Merci pour ce beau témoignage, Marie-Lise. Donc, voilà pour moi. Ouais. Alors, dis-moi, Benita, la sororité, la transmission, aujourd'hui, par rapport à ton entreprise, aujourd'hui, j'ai retenu... Alors, il y a un adage qui dit, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Exactement. Chez nous, elle pose encore problème parce qu'on est encore dans cette forme d'individualisme, de refus
de partage de ce qu'on a. Je vais te prendre un exemple tout bête. Hein. Moi qui suis dans les fleurs, des fois, il m'arrive de me rapprocher de certaines consoeurs qui sont de la communauté pour une demande de besoin de matériel que je recherche pour une prestation. Et des fois, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond sans aucune réponse. Et c'est chez les autres que je trouve une réponse. Ça, c'est un exemple vraiment touquant. On n'est pas dans le partage ni dans l'échange, alors que le partage, c'est aussi une forme de richesse. On peut pas, comme disait ma sœur tout à l'heure, les choses qu'on a, la connaissance qu'on a, on est tous de passage, on part avec. Mais lorsqu'on transmet, ça permet à d'autres personnes, voilà, de pouvoir partager ce que l'on a appris. C'est comme une boulangerie, quoi. Une boulangerie ne peut pas nourrir tout un quartier. Des fois, on peut être dans une rue, on a 3 boulangeries, mais les 3 boulangeries Travail. Voilà, les 3 boulangeries travaillent. La preuve, si elles sont là pendant 2, 3, 4, 5 ans, ça veut dire qu'elles travaillent, qu'elles ont de la rentabilité quelque part. Et je pense que là-dessus, je reviens toujours sur la même chose. C'est toute une éducation à parfaire. C'est toute une éducation à donner, quoi. Et pour toi, Flore, dis-moi. Alors, hormis l'éducation, je pense qu'aussi il faut une vision, faire adhérer les personnes à une vision pour pouvoir transmettre après. Si par exemple, le jeune homme qui était venu te voir, Marie-Louise, n'avait pas cette envie, il est venu vers toi parce que tu étais dans le cinéma. Donc, il avait déjà cet aspect de comment je peux dire ça, culturel. Ce désir de se Voilà. Voilà. Et tu as fait partager ta vision à toi du cinéma. Donc, ce partage-là, c'est parti d'une vision aussi, de ta vision à toi. Et c'est important que, pour transmettre, que tu fasses adhérer les personnes à ta vision. Le jour où toi, tu n'es plus là, la vision reste. Elle se perpétue. Et c'est comme ça que, enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a aussi, moi, je voudrais rajouter à tout ce que vous avez dit, il y a la notion de réseautage. Je reviens sur ce qu'a dit Benita et même ce qu'a dit Marie-Louise. On ne peut véritablement, mesdames, parler de sororité, de transmission, de formation, de vision, que si on se met en réseau. Moi, j'ai toujours pris l'exemple des femmes d'Afrique de l'Ouest qui, aujourd'hui, ont compris que le réseau, c'est aussi la survie. Ouais. En réseau, vous voyez le phénomène des Nana Benz au Togo. Elles se sont mises en réseau et elles ont commencé à vendre de grosses quantités. Elles ont commencé en réseau à acheter, à devenir des grossistes, et puis elles ont envahi des secteurs entiers. Aujourd'hui, le pagne, en tant que tel, c'est des Nana Benz. On les connaît comme étant celles qui ont véhiculé, vulgarisé le super, on ne va pas citer de marque, le pagne. Voilà. Et donc, le réseautage, c'est aussi un élément majeur pour survivre. Enfin, on va terminer avec la dernière question. Je voudrais revenir vers vous. Merci de vous être prêté au jeu. Merci de nous avoir partagé vos différentes expériences. Moi, je voudrais qu'on parle de vos entreprises. Quels sont aujourd'hui les besoins concrets qui sont les vôtres? Et que vous manque-t-il véritablement pour vous développer pleinement? Donc, je vais laisser à chacune de vous 1 minute pour nous dire clairement les besoins, les attentes. Et voilà. Je commence par Marie-Louise. Allons-y. Oui, allons-y. Papa, les attentes pour quelqu'un qui entreprend, c'est élargir son marché. Hein. C'est élargir son marché. Par exemple, pour les cosmétiques, c'est avoir un marché élargi et que le produit soit apprécié et que l'on continue à travailler. Donc ça, c'est déjà du côté du produit que nous vendons, qui est le cosmétique, que la communauté puisse voir que il y a des produits. Nous devons produire, moi je dis toujours, nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons.
Parce que si nous ne produisons pas ce que nous consommons et si nous ne consommons pas ce que nous produisons, c'est peine perdue. Et donc, ça, c'est le premier défi pour moi. Enfin, non, pas le premier, l'un des défis pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que la communauté puisse consommer les produits que nous avons produits pour elle. Et en plus, on peut aller ailleurs. Parce que si, on dit la charité, bien que nous commence par soi-même. Si à la maison, charity starts at home, or begins at home. Si à la maison, on ne mange pas ma nourriture, les voisins vont dire, je mange pas ta nourriture. Donc, déjà, ma communauté puisse manger ma nourriture, donc apprécier mes produits, de telle sorte que ça puisse sortir de ma communauté après. Donc, ça, c'est déjà pour les cosmétiques. Et pour la série qui va être qui est déjà fini, on a terminé le tournage, la dernière portion qui nous restait, on vient de la terminer, on a terminé ce week-end. Pour ça, on aura besoin d'entrer en contact avec toutes les télévisions de tous les pays africains, parce que ce sont eux qui vont être nos partenaires. Nous ne voulons pas en faire un web série, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de connexion Internet en Afrique, mais qui peuvent regarder la télé, en sachant que le but de la série, notre série, elle est militante. Hein? C'est une série mais elle est militante. Pourquoi? Parce que il faut qu'on raconte notre propre histoire. 98% de notre histoire est racontée, enfin, notre histoire est racontée par d'autres personnes et 98% de ce qu'ils disent est négatif. On nous met à la une quand on a tué, on nous met à la une quand on a volé, on nous met à la une quand on a fait quelque chose de mal. Et les 2% qui restent là, on les met à l'intérieur des pages pour dire un noir a fabriqué quelque chose, mais on ne le voit pas. Hein. Mais à la une, c'est 98% de tous nos crimes et de tous nos malheurs. Nous, ce qu'on fait, on va sortir même les films, hein, parce que vous voyez aujourd'hui, comment je veux dire, c'est l'image qui fait un peuple. Quand on montre délibérément, on va en Afrique, on va filmer des enfants qui dorment dans la rue, alors qu'il y a des enfants qui dorment dans des familles. Hein. On va choisir méticuleusement les enfants de la rue, on va choisir méticuleusement les pauvres pour montrer cette image-là qu'on vient vendre ici. Quand un blanc me voit, il a vu cette image-là. C'est tout. Hein. Il ne va pas voir autre chose, il va voir l'image qu'on lui a montrée. Eh bien, moi, je viens avec l'idée de casser ça. Nous n'avançons pas parce que nous n'avons pas de modèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la communauté noire congolaise qui dit « je vais être comme lui » Honnêtement, quelqu'un qui a travaillé avec à la sueur de son front, qui a fait preuve, qui n'a pas volé et qui a vraiment travaillé, on dit « je veux être comme lui là ou comme elle ». Il n'y a pas. Donc, nous allons créer ce modèle-là dans les familles. Je veux que ma famille soit comme cette famille. Je vais éduquer mes enfants comme ça. On va montrer 98% de tout ce que nous faisons de bien et 2% de ce que nous faisons de mal. Comme eux, ils se chargent déjà de montrer nos 98% de mal, voilà, ils manquent les 2% de bien, nous, on inverse la chose. Et donc, c'est vraiment l'histoire, les histoires quotidiennes des Noirs, des Africains, des Noirs, que nous dépeignons dans les films. D'ailleurs, nos films à nous, on ne s'appelle pas Georges, on ne s'appelle pas Marguerite, on s'appelle Massa Moussa, on s'appelle Makeda. Donc, vous avez pris des prénoms très africains. Voilà, on s'appelle Zinga, on s'appelle Ménélique, on s'appelle des noms comme ça dans le film. Des noms qui sont typiquement déchaînés. Voilà, et qui ont une histoire. Pour que chaque personne qui va entendre, ça va dire c'est qui Ménélique, qui Léo, c'est qui Makeda, c'est qui, je sais pas, pour remettre les choses. Et aller rechercher aussi la signification de ces noms. Voilà. Merci Marie-Louise. Et dis-moi Flore, alors, les besoins, les attentes. Alors, donc comme moi, je commence… Avec ce nouveau-né. Avec ce nouveau-né, oui. Il va grandir. Donc, oui, j'espère. Et il va grandir. Non, je retire ce que je viens de dire. Il va grandir. Il va grandir. Il faut qu'il grandisse, ça. Il a intérêt. Moi, je suis dans le domaine du digital. J'accompagne les entreprises dans la transformation numérique. Et donc, pour l'instant, là, c'est vraiment avoir de la clientèle, me faire connaître, avoir de la clientèle. Et pour ça, je suis accompagnée, alors j'ai la chance d'être accompagnée par une association justement de retraités, donc qui ont, eux, un réseau dans lequel je peux aller, entre guillemets, piocher. Mais pour l'instant, dans un premier temps, c'est vraiment me faire connaître. Me faire connaître.
proposer mes services, me faire connaître. Et mon rêve, c'est après de pouvoir transmettre toutes ces connaissances que j'ai en Afrique, particulièrement au Congo. Merci. Et toi, Benita, pour terminer? Alors moi, je souhaite promouvoir plus et faire valoir mes compétences. Pourquoi pas former ceux qui aspirent, voilà, au métier que je fais, de façon à pouvoir élargir mon réseau et surtout, puisque nous parlons là du Congo, aussi essayer de bousculer pas qu'un peu, hein, la communauté vers des choses nouvelles. D'accord. En fait, ton désir aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi, pour rebondir à ce que tu dis, c'est que nos téléspectateurs veulent comprendre quand on parle de communauté, il s'agit de la communauté congolaise, basée en Europe, pour ton cas. Et ce que tu attends de cette communauté aujourd'hui, c'est qu'ils s'intéressent un peu plus à tout ce qui est de ton domaine, la décoration florale. On est beaucoup dans l'événementiel, mais ça reste le côté, on va dire, le côté Ouassoua. Hein. Et surtout, sur le côté décoratif, dans les cas des mariages et tout ça, les gens ne s'y intéressent pas beaucoup. On va louer une salle à un prix excessif, 15 000 €, mais après, derrière, la salle n'est pas décorée, la salle n'est pas… voilà, on loue une salle vide. On pense qu'en mettant des chaises tout simplement, en mettant des jeux de lumière, cela suffit. Donc, tu lances un vibrant appel aux gens de notre communauté à s'intéresser un peu plus à la décoration florale, à te faire plus confiance. C'est les entreprises Cosa Bene. Hein. Je vais revenir. Il y aura de toute façon le lien pendant le générique de l'émission qui va rappeler vos différentes entreprises, ou du moins les numéros de contact, qui permettront à toutes les personnes qui auront suivi cette émission et qui auront été intéressées ou qui veulent vous contacter, qui veulent tester les produits Radial Natural, qui veulent embaucher une décoratrice professionnelle pour leurs futurs événements, qui ont besoin d'une entreprise pour les accompagner dans leur transformation numérique, ou moins pour gérer tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui concerne le digital. Vous aurez donc la possibilité d'avoir leur contact et de les appeler. N'hésitez pas. Il faut que notre communauté commence à travailler en réseautage. Il faut qu'on commence à se serrer les coudes, mais je veux aussi qu'on sorte au-delà de la communauté. Aujourd'hui, on a un large spectre de téléspectateurs. On a aussi des gens d'Afrique de l'Ouest, on a des personnes, des Africains du Nord, et puis on a aussi certains Occidentaux qui nous écoutent, qui nous regardent. Et toutes ces personnes qui sont intéressées pourront, au travers de cette émission, prendre contact avec chacune d'entre vous. Donc, vous comprenez très bien, mesdames, que nous arrivons tout simplement à la fin de cette émission. Moi, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier pour la richesse de ce que vous nous avez transmis ce soir, pour vos interventions, pour votre talent, pour votre dynamique. Je suis toujours admirative lorsque j'ai en face de moi des femmes qui entreprennent, qui osent, dans un environnement qui est parfois très hostile. Il faut retenir une chose, l'entrepreneuriat féminin est à développer, car il permet donc tout simplement à la femme de s'affirmer, d'affirmer son leadership, d'exprimer sa créativité et son potentiel, de prendre des risques, de répondre à un besoin du marché, mais surtout de garantir son autonomie financière. C'est donc sur cette note pleine d'espoir que nous clôturons cette première série d'émissions. Vous voyez que c'est une émission qui est hors format. D'habitude, votre émission interview est un peu plus courte, beaucoup plus succincte. Tout le mois de mars, on va essayer de vous faire découvrir différents portraits de femmes. La prochaine émission, ce seront les femmes en politique. Et donc là, vous verrez des actrices, des femmes engagées aussi, mais qui s'engagent pour la gestion de la cité, pour les politiques locales, économiques et sociales. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. Je suis très heureuse. Nous vous remercions, l'ensemble de l'équipe et moi-même. On se reverra la semaine prochaine, comme je vous ai dit, avec une nouvelle émission, toujours sur la femme. Et à très bientôt. Au revoir et merci.